C'est ce fameux comment vas-tu vraiment? C'est quelque chose de simple qui est pourtant vite compliqué. Et puis c'est aussi ce qui permet de se dévoiler. Pour moi, la santé mentale, ça me fait penser à toutes les fois où j'ai dû me dire que c'était ok de vouloir faire différemment de ce l'on m'avait appris. Ça me fait penser à tous les combats que j'ai dans la tête. Bon, du coup, c'est, je pense, la 15e fois ou la 20e fois que je recommence cet audio, donc merci d'être indulgent, indulgente. Donc moi, je vais répondre à la question, la santé mentale, c'est quoi pour moi? Je pense que c'est le fait de prendre soin de soi, de savoir ce qui nous fait du bien, de prendre le temps de se faire du bien, de faire des activités qui nous font du bien. On ne peut pas apporter aux autres quelque chose qu'on n'a pas en nous ou qu'on ne fait pas pour nous. Que j'essaye de faire des choses qui me font plaisir pour que ça aille dans ma tête. Par exemple, je pense que ça passe beaucoup par ce que tu fais de tes journées, si ça te plaît ou pas. Les gens que tu côtoies aussi, je pense que ça aide énormément. Et dès qu'il y a un truc qui va pas, je vais genre un peu me fermer comme une petite coquille. Puis après, ça va de moins en moins et tout ça. Et des fois, c'est pas facile à gérer, mais je pense que c'est essentiel d'être hyper posé dans ta tête pour que quand tu vis des choses, tu les vives à fond, tu vois. Et juste aussi arrêter de se juger soi-même. Parce que on m'a appris d'une manière et moi je ne colle pas à ces critères-là. Par exemple, moi, ma tête, mes idées, elles vont genre dans tous les sens et je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de me censurer. Et en général, ces questions de tes vidéos m'ont beaucoup fait réfléchir. Et je vois tout ça un peu comme un ensemble de balances qui sont liées les unes avec les autres. Et je pense que c'est en trouvant un nouvel équilibre en fait à chaque balance suivante ou à chaque prochain pas qu'on prend et en commençant petit que ensemble on arrive à rendre notre monde meilleur et durable pour l'être humain en fait. Dépression et burn-out, mythe ou réalité? Malheureusement, réalité. La société actuelle te demande d'être toujours à 100%, d'aller toujours au top, de faire toujours mieux que les autres, te dépasser toi-même. Mais il y a des gens, même n'importe qui, tout le monde n'est pas capable d'être à 100%. Et je pense d'ailleurs que personne ne peut être à 100% tout le temps. Même s'il n'y a pas si longtemps que ça, je pensais que ça pouvait toucher qu'une certaine catégorie de personnes. Et en fait, depuis que je suis devenue maman, je me dis que le burn-out peut toucher tout le monde en fait. Mais je sais que c'est présent chez des gens et surtout en période actuelle, j'ai l'impression que ça touche encore plus de gens qu'avant. Entre le ménage, les courses, les repas, le boulot à l'extérieur, l'éducation des enfants. Ce que j'aimerais dire, c'est que c'est très important de ne jamais dire à quelqu'un que la dépression c'est un simple coup de mou parce qu'en réalité c'est une vraie maladie et malheureusement dans la société c'est pas encore ancré dans les cerveaux si je puis dire et du coup je trouve qu'on devrait être beaucoup plus informé à ce sujet. Je pense que c'est un peu des oubliés de la période actuelle. Bon, il y en a beaucoup des oubliés actuellement, mais ça, ouais. Parce que c'est quelque chose qui va être de plus en plus présent dans la société actuellement. En fait, moi, ce qui m'est arrivé plutôt, c'est le burn-out. C'est-à-dire que c'est l'inverse du burn-out, mais c'est aussi un pétage de plomb. C'est-à-dire que je m'ennuyais tellement que ça a créé une dépression. Ah, Maju, si on parle des rêves, j'ai également quelque chose à te dire. Je dois avouer que mon avenir professionnel m'est encore flou. Petite, je voulais être cuisinière. Aujourd'hui, c'est devenu une passion. Mais si cette pandémie a bien clarifié quelque chose dans ma tête, c'est que les voyages me manquent terriblement. Je suis sûre que tu connais cette sensation de liberté quand tu arrives dans un nouveau lieu. Tu sais, cette fascination de la différence qu'on éprouve en apprenant à connaître d'autres cultures. Qu'est-ce que cela me manque ?
Je suis persuadée que les voyages forgent une personnalité pour toute une vie. Alors si j'ai un rêve aujourd'hui, c'est bel et bien de renouer avec ces découvertes de lieux, de traditions et de langues. Et qui sait, peut-être un jour d'en faire mon métier. Je pense que c'est hyper important de se laisser guider par ses rêves, même s'ils font parfois peur. Et après, je pense que la vie nous offrira sûrement de belles choses. Non mais, je sais pas, on est un peu la preuve que quand on essaie de se forcer pour correspondre à quelque chose, à un système, une structure, ça nous fait du mal. Et en fait, des moments où on essaie de peut-être plus essayer de se comprendre, se donner la liberté de penser, d'agir, il y a plein de belles choses qui apparaissent. Du coup, c'est cool. Enfin, par exemple, quand je parle de mes études, j'ai toujours dit qu'en fait, c'est surtout le lieu qui me plaît pas. Genre, j'aime pas aller au collège parce que je me sens pas bien. Si j'avais arrêté ou si j'arrête encore maintenant, en fait, pour moi, c'est un échec. Ouais, dès que j'entreprends un truc qui se passe mal, je le vois souvent comme un échec, en fait. Et c'est drôle, voilà, que tu m'aies choisi cette question. Parce que c'est vrai que ça me décrit quand même pas mal. J'emploie beaucoup le mot échec dans les études. Je devrais pas, parce que c'est pas un mot qu'on devrait employer, c'est un mot trop négatif et puis qui aurait tendance à retirer la confiance en soi, je trouve. Et voilà, c'est plus en général dans le sujet d'études à venir que j'utiliserai ce mot échec. Et aussi, dès que quelque chose vient un peu se mettre en travers de mon chemin, ou un petit obstacle que je dois passer, je le vois tout de suite comme une montagne, comme un truc horrible à surmonter, alors que c'est totalement faisable et qu'au fond de moi, je pense être capable de le faire et de le surmonter, mais... On a réussi à se relever, à toujours aller de l'avant, et puis je trouve qu'on a toujours meilleur temps de faire des échecs que plutôt de rien essayer, de rester dans sa zone de confort, et puis qu'au final, une fois que toutes les occasions sont passées, on regrette. Comme dit la célèbre phrase un peu nulle mais complètement vraie, on perd jamais, soit on gagne, soit on apprend. Je pense que l'amour n'attend rien, il n'exige rien, il demande rien. Et c'est nos attentes, nos besoins, nos désirs, nos espoirs qui mettent du relief à cet amour et qui, en fait, s'ils sont déçus, nous font souffrir. L'amour, pour moi, ça fait jamais mal. C'est plutôt ces désirs et ces espoirs non concrétisés. Hey, moi j'avais assez envie de répondre à la question de qu'est-ce que c'était l'amour pour moi. C'est une vidéo du coup qui m'a particulièrement touchée. C'est la chose qui va nous faire vibrer, nous faire rayonner. C'est l'amour qui va un peu nous sauver, qui va nous porter. C'est dur des fois de le voir, de le ressentir, mais quand on le sent, ça fait juste du bien et de pouvoir en profiter, de pouvoir en faire l'expérience. Je pense que c'est la solution à peu près tout. Si on a aimé puis qu'on peut aimer en retour de façon sincère, il n'y a plus de problème. Et surtout, je pense que c'est important qu'on mette le point sur notre amour à nous-mêmes, en fait. Déjà qu'on apprenne à s'aimer soi-même avant d'aimer les autres. C'est dur de demander d'aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même. Alors, moi j'ai choisi l'épisode où tu parlais de « Montres-tu ton amour ?» parce que ça, pour moi, c'est une question qui m'a fait beaucoup réfléchir. Je pense que moi, je peux être quelqu'un qui est vraiment dans les deux extrêmes. Je peux terriblement le montrer et puis le dire à quel point j'aime, mais aussi je peux aussi vraiment vouloir garder des choses pour moi. Je suis trop émotive et j'ai trop souffert étant plus jeune pour prendre le risque de trop montrer. Par exemple, moi, j'ai mon copain, souvent, il me dit que je lui montre pas forcément mon amour, ou bien qu'il a l'impression que je suis distante. Et en fait, il attend de moi quelque chose, mais qui n'est pas forcément ma définition à moi de ce que j'ai envie de lui montrer. Et c'est vraiment un sujet qui amène à réfléchir. Et je trouve vraiment intéressant que tu l'aies posé. Voilà. En l'occurrence, mon beau-père adore les fleurs.
Et lorsque j'en offre à ma mère, elle se plaint toujours en me disant que ce n'est pas parce que c'est un homme qu'un bouquet de fleurs ne lui ferait pas plaisir. Alors ça m'arrive parfois de lui en rapporter. Et c'est ma façon à moi de lui dire je t'aime. L'amour, pour moi, c'est un grand nom. Amour, c'est magnifique. Mais je trouve que l'amour, il faut savoir respecter la personne. Ça, c'est vraiment de l'amour. À croire que ce « je t'aime » résume à lui seul des milliers de mots. Et c'est fou. Parce qu'en tant qu'être humain, on passe notre vie à rechercher cet amour. Je vis à l'étranger. Et je vis dans un pays où voilà, les gens sont plus tactiles, plus expansifs, plus démonstratifs, on va dire, qu'en général en Suisse. Je pense que c'est juste important de montrer son amour et puis de chérir les personnes qu'on aime parce que la vie elle peut être vraiment courte. Et d'ailleurs je trouve un peu dommage qu'en général en Suisse on est très réservé et très pudique par exemple sur ce sujet-là de montrer de l'affection à nos proches en fait. Il y a tellement d'amour différent que c'est difficile de répondre à cette question en seulement quelques lignes, que je vais finir par dire qu'au fond j'admire ces gens qui sont capables de dire je t'aime, de le montrer et de vivre pleinement. Et je leur souhaite vraiment de trouver des personnes qui leur redonnent tout cet amour en retour. Parce qu'en le disant et en agissant avec bienveillance, ils font du bien autour d'eux et ça fait du bien. Je me répète peut-être, mais voilà, moi c'est ça, c'est important. Pour moi c'est très important. Qu'est-ce qui me dégoûte chez l'humanité, chez les humains? Je sais pas si je pourrais vraiment parler de dégoût. Il y a forcément des choses qui me font bouillir de tristesse et de colère, ça c'est sûr. Après je pense que on est tellement divers, je pense que les humains c'est une palette assez infinie de couleurs différentes et de nuances que forcément quand on regarde quelqu'un qui se trouve à l'opposé de la palette, on n'a pas forcément grand chose à se rattacher. Et l'impuissance qu'on ressent souvent quand on se lance dans des combats ou dans des défis, parce qu'on se rend compte que l'être humain en fait il en a pas grand chose à faire. Mais je pense que ce que je déteste le plus, c'est ce qui me fait vraiment le plus de mal, c'est de voir que les gens n'arrivent pas à ouvrir les yeux et à voir qu'on est similaires et qu'en tant qu'individu, on cherche certainement les mêmes choses. Je dirais les manipulateurs, les personnes qui se servent d'un faible psychique. D'ailleurs, j'ai l'impression que notre planète, elle va pas très bien et c'est parce qu'on la respecte pas. Et en fait, c'est ça vraiment qui me dégoûte, c'est que on a des combats pour des choses qui sont à mon avis pas justifiées et que on réclame toujours mieux pour se sentir toujours bien, pour toujours sentir qu'on a une bonne vie, que notre qualité de vie elle est meilleure que notre voisin. L'humain tout entier personnellement me dégoûte et parfois j'ai honte de faire partie de cette race. Je pense à la mort assez souvent, oui. J'habite en face d'une morgue, donc je vois des enterrements presque tous les jours. La première année est la plus difficile parce que c'est celle où on a absolument tous les jours et toutes les minutes des journées des pensées négatives et des pensées noires, dont le suicide qui est quasiment permanent. Et puis avec les années, au bout de 2 ans, on commence déjà à s'habituer. À la 3e, on commence vraiment à supprimer un peu ces pensées négatives de manière volontaire. Et puis là, ça fait bientôt 5 ans et j'en ai plus. Et pour te dire même, la mort ne me fait tout simplement plus peur du tout puisque je l'ai domptée. Je suis passé par toutes les questions et j'ai eu toutes mes réponses et je n'en ai plus peur du tout. Par contre, la mort de certaines personnes me fait très peur. Des fois, je me dis, qu'est-ce que je ferais sans cette personne? J'ai plutôt peur de la mort de mes proches. Même si je pense que la mort, c'est l'âme qui se sépare du corps. Après, je trouve qu'en Suisse, on a un rapport avec la mort très distant. On veut pas la voir, pas en parler. Et limite, je trouve qu'arrêter de parler des personnes décédées, ça fait une double mort de ces personnes. Moi, ce qui me fait peur, c'est perdre un être cher.
Ça, oui, ça me fait peur. Je suis sûr qu'il y a un après. Les gens qui nous quittent, ils sont plus là physiquement sur Terre, mais leur âme est auprès de Dieu. Et ils sont baignés dans une lumière où c'est plus que de l'amour, plus que de la joie, plus que du bonheur, quoi. C'est un bien-être absolu une fois qu'on est parti. Et j'ai envie de croire que les âmes de nos proches sont toujours là, tout près de nous, pour nous soutenir en cas de besoin. Comment je serai, avec qui je serai, comment elle sera ma vie et tout, c'est plutôt ça qui me fait peur. Moi, j'ai envie de vivre une vie où je suis capable de prendre mes propres décisions et de faire ce que je veux, en fait. De me dire que j'ai pas envie d'avoir de regrets le jour où je dois être sur un lit de mort ou si tout d'un coup je meurs d'un accident brutal ou autre. J'ai commencé à apprécier beaucoup plus les choses, surtout puis mes petits-enfants. J'ai dit j'ai envie de ne pas mourir maintenant parce que j'ai envie, même pour mes enfants, j'ai envie de revoir leur parcours. Et ça m'intéresse, ça me passionne. Les cancers, ils sont en grande voie de développement, je dirais, qu'il y en a de plus en plus. Et puis ça atteint tout le monde, donc c'est pas non plus les conditions de vie les plus favorables ou qui nous donnent le plus envie. Bon, Juliette, je vais essayer de me lancer. Comme tu sais, j'aime pas du tout ce genre de choses. Mais voilà, je le fais pour toi et j'ai suivi ta série depuis le début. Et là, j'ai choisi le thème 5.2 sur la peur de vieillir. Alors, coucou Juliette. Dans toutes les vidéos que tu as pu faire, je pense que celle qui m'a le plus donné envie de réagir, c'était celle qui concernait le vieillissement. On n'arrive pas à profiter de chaque année de notre vie. On se dit qu'on n'arrive pas à se rendre compte que le temps passe. Donc, je dois t'avouer que j'ai pas peur de vieillir. Car de toute façon, on sait que quand on est, un jour, on va mourir et c'est la vie, c'est comme ça. Ce qui me fait un peu plus peur, en revanche, c'est le fait d'entre guillemets, pas réussir à tout faire. Je me rends compte avec le temps qu'à force de discuter avec mes grands-parents, par exemple, la première réflexion qui leur vient à l'idée, c'est de dire que dans leur tête, ils ont encore 18 ans. Plutôt cette peur de me dire je vais louper ma jeunesse. Ce qui, en soi, n'est pas vrai. Parce que je me suis entourée de personnes juste géniales. Et je me suis entourée de personnes juste géniales. Juste avant le corona, en fait, j'ai rencontré mon copain. Donc ça fait plus ou moins ça fait plus d'une année qu'on est ensemble maintenant. Et il m'a appris ce que c'était de vivre à fond la vie. Et de vivre chaque jour comme si c'était le dernier jour. Tu seras en cours, tu te diras « je me réjouis de la sonnerie ». Après, tu te diras « je me réjouis d'être ce soir ». Après, tu te diras « je me réjouis de demain ». Et en fait, c'est terriblement con, mais c'est quelque chose que tout le monde fait. Il faut toujours s'entourer de personnes bonnes vivantes. Et c'est comme ça qu'il ne faut pas avoir peur d'avancer dans la vie. Voilà, c'est comme ça qu'on s'en sort. Mais c'est difficile de tout expliquer comme ça, alors que... Ouais, que je te vois pas là, tu sais. Genre... du coup, c'est difficile. Ah oui, pour prendre soin de sa tête aussi, il faut faire des pique-niques dehors. Et il faut profiter du soleil d'aujourd'hui. Voilà. Et puis, c'est quand qu'on fait un pique-nique? Allez. Gros bisous, Juju. Je te fais des gros bisous. Et puis, à la prochaine et bon match demain. Merci pour cette question, Juliette. C'était pas mal du tout.